Bonjour chers frères et sœurs, nous reprenons la série de vidéos sur l'ouvrage de R. Deveau, Histoire ancienne d'Israël. Voilà. Alors maintenant ce chapitre-là parle de la Palestine sous les 18e et 19e dynasties égyptiennes. Voilà. Alors, R. Deveau écrit, situé entre l'Anatolie, ça correspond à peu près à la région de la Turquie actuelle, la Mésopotamie, c'est-à-dire la zone de l'Irak, et l'Égypte, est ouverte aux échanges avec l'Occident par sa façade maritime. La Syrie-Palestine a été une terre disputée entre les puissances qui luttaient pour la suprématie dans le Moyen-Orient. Voilà. Maintenant, il donne des exemples, notamment le cas du royaume de Mari, qui a été dirigé par Hammurabi. D'ailleurs, ce roi Hammurabi-là, il a pris des lois qui ressemblent beaucoup aux 10 commandements. Les 10 commandements qui sont dans la Bible. Alors, l'auteur dit ici qu'en ce moment, l'Égypte n'avait pas encore de visée impérialiste. Voilà. Mais en fait, il faut dire que l'Égypte antique a commencé à avoir des visées impérialistes. Mais en fait, c'était pour prévenir les attaques qui venaient toujours de ces régions où il y avait des nomades. C'est ceux qu'ils appellent Amou. Mais ce n'est pas que au départ les Nessout, c'est-à-dire les pharaons d'Égypte, parce que Nessout, ça veut dire celui qui vient du sud. C'est ça le vrai nom. Au lieu de pharaon, son nom c'est Nessout, celui qui vient du sud. Cela veut dire que c'est à leur corps défendant que les Nessout ont dû chercher à conquérir des zones du Moyen-Orient. Parce que c'est de là que venaient les peuples sémites, qui étaient des ermites, voilà, des gens qui nomadisaient, qui étaient des pasteurs. Et quand il y a des difficultés, bon, ils viennent attaquer l'Égypte, parce que l'Égypte était le grenier en ce moment-là. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc il parle du royaume de Mari avec Hammurabi. Voilà. Il parle aussi des Hittites. Des Hittites qui avaient, disons, eux aussi leur royaume. Et il disait que ces Hittites n'avaient pas franchi la barrière de Taurus, que dans la seconde moitié du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, Hattusil Ier réduisit en vassalité le royaume de Yamhad avec sa capitale Alep, l'état alors le plus puissant de la Syrie du Nord. Ouais, ça correspond à la Syrie actuelle. Alors il dit que cet équilibre va être rompu en 1595 avant Jésus-Christ avec Marsil Ier, le fils de Hattusil. Après avoir détruit Alep qui s'était révolté, descendit l'Euphrate jusqu'à Babylone, qu'il a mis à sac. Ce fut la fin de la dynastie d'Hammurabi. Le pouvoir passa aux mains des Kassites, descendus des montagnes de l'Est un siècle auparavant, et la basse Mésopotamie fut reliée par elle-même pendant les 5 siècles suivants. Fut repliée sur elle-même pendant les 5 siècles suivants. Les Hittites eux-mêmes ne tirèrent aucun bénéfice de leur raid audacieux. À son retour en Asie mineure, Marsil fut assassiné et pendant plus d'un siècle, les drames de palais et de désastres extérieurs livrèrent le royaume au chaos et à l'impuissance. Voilà. Lui-même, il a allé semer le désordre chez les autres. Voilà que son royaume est totalement vu un chaos. Alors l'auteur parle aussi des Hurrites qui ont fondé le royaume de Mitanni. Alors celui-ci se heurta à l'Égypte durant la 18e dynastie des Nessout. Voilà. Et puis les Hittites qui sont réapparus en Syrie au 15e siècle avant Jésus-Christ, qui vont anéantir la puissance Hurrite. Vous voyez ici, il y a Hittites et puis Hurrites. Ce n'est pas les mêmes peuples, même ce sont tous des peuples sémites. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes groupes du monde, je veux dire. Et donc ainsi les Hittites vont s'affronter aux Égyptiens dans le sud, après une courte période de stabilité. Voilà. Alors ensuite, l'auteur parle de l'expansion Hurrite
et le royaume du Mitanni. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici que Mursil avait eu à se battre contre les Hittites dans l'expédition de Babylone. Après sa mort, il rejetait les Hittites au-delà des Taurus, c'est-à-dire voilà, le royaume de Mursil a pu repousser les Hittites au-delà de Taurus. Il parle, il emploie le terme de constellation des rois Hurrites. Hein, donc par les Tès. Bon, donc c'est-à-dire qu'il y a eu, ce fut toute une dynastie hein, de rois. Durant la deuxième moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Mitanni. Le nom apparaît pour la première fois dans le sceau d'un certain Sutarna, fils de Kirta, roi de Mitanni, qu'on utilisait encore comme sceau officiel plusieurs générations plus tard. Il servait à légitimer la dynastie régnante. Le royaume s'étendait en haute Mésopotamie, dans la région que les Hittites et les Assyriens appelaient Anigalbat, que les Égyptiens appelaient Narina, proprement le territoire inclus dans la grande boucle de l'Euphrate, voilà, donc dans la région du Tigre et de l'Euphrate. Ça correspond à l'Irak actuel. Ça correspond à l'Irak actuel. Mais la puissance du royaume de Mitanni s'étendait bien au-delà de cette limite naturelle. Sous les règnes de Paratarna, tout à la fin du XVIe siècle avant Jésus-Christ, et de Sostatar, dans la première moitié du XVe siècle avant Jésus-Christ, le Mitanni eut pour vassaux à l'ouest le royaume de Yamhad, qui correspond à la région d'Alep actuelle. Mais Alep, ça fait partie de la Syrie actuelle, la région de Syrie. Et de Mikish, à la Lac, à l'est, la Syrie et le royaume d'Arabka, dans la région de Kirkouk. Peut-être n'est-ce pas Kirkouk en Irak actuel, c'est-à-dire qu'il dominait depuis la Méditerranée jusqu'au-delà du Tigre. Voilà. Donc ainsi vous voyez qu'il parle de certains royaumes, n'est-ce pas, qui ont dominé la région, du Moyen-Orient, notamment les royaumes créés par les Hurrites, créés par les Hittites, etc. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, il parle de certaines actions militaires, notamment des anciens Égyptiens, notamment 2 officiers de Toutmès Ier, hein, qui vont ramener chacun un char d'un combat contre les Mitanniens. Mais le butin de Toutmès III à Megiddo comptait plus de 900 chars et plus de 2000 chevaux. Amenophis II ramena de ses campagnes asiatiques plus de 1000 chars, et à la bataille de Kadesh, sous Ramsès II, le Hittite Muatali pouvait mettre en ligne 2500 chars et avait une force de réserve de 1000 autres chars. Bon, cela veut dire quoi? Donc, on parle ici de l'expédition militaire de Megiddo, hein, que les Nessoutes, voilà, les Nessoutes de l'Égypte antique ont mené, hein, dans cette zone qu'on appelle l'Asie, où il y avait justement ces royaumes dirigés par des peuples sémites, hein, les peuples sémites, notamment les Hurrites et les Hittites. Voilà, donc c'est cela. Voilà, donc c'est durant ces dynasties-là. Voilà. Bon, il y a certains détails que je voudrais passer sous silence parce que, bon, c'est un peu des détails, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, il écrit encore, R. Deveau, avant Toutmès III, il n'est jamais question ni des Hurrites, ni des Marianou dans les tests sur l'expulsion des Hyksos ou sur la campagne de Toutmès Ier, 1506 à 1494 avant Jésus-Christ en Asie. Voilà. Il apparaît donc que les Hurrites n'ont atteint la Palestine qu'au début du 15e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. C'est cela.
Alors maintenant, il aborde le sous-chapitre qui concerne la conquête égyptienne. Alors, il écrit que l'Égypte a été intéressée par ses développements dans la région, qu'elle considère comme relevant de son influence, mais elle n'entra en action que lorsque la situation devient menaçante pour elle. Mais justement, c'est ça. C'est ce que j'explique. C'était un cas vraiment de défense. Voilà. C'est un cas de défense. C'est comme ça. Il écrit toujours R. Devaux. Amosis s'était contenté de prendre Charouen et de le garder comme une tête de pont en Asie. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que pour contenir ces peuples sémites-là. Son successeur, Amenophis Ier, qui a régné de 1527 à 1506 avant Jésus-Christ, ne fit aucune opération militaire importante en Palestine. Les choses changèrent sous Thoutmès Ier, qui a régné donc de 1506 à 1494 avant Jésus-Christ, qui conduisit en Asie une grande expédition. Bon, maintenant, il dit qu'ils ne sont pas très renseignés sur cette expédition-là. Voilà, de Thoutmès Ier. Voilà. Alors, il écrit que Thoutmès Ier a franchi l'Euphrate et Thoutmès III retrouvera la stèle que son grand-père avait érigée sur le bord de ce fleuve, que les anciens Égyptiens s'émerveillaient de voir couler à contresens du Nil, dit la stèle de Thoutmès Ier dans l'île de Tombos. Voilà. Le pharaon de la conquête fut Thoutmès III, le plus grand souverain que l'Égypte ait eu. Bon, ça c'est lui qui dit ça. Maintenu en tutelle et écarté des affaires publiques pendant 22 ans par sa terrible marâtre Hatshepsut. Il avait surtout vécu dans les camps, devenant un homme de guerre et un sportif accompli. Il devait se montrer aussi un stratège de génie et un excellent homme d'État, un grand constructeur et un protecteur des sciences et des arts, tout ce qu'il fallait pour un fondateur d'empire. Voilà, donc c'est ça. Il dit que c'est surtout Thoutmès III, sans doute après l'épisode de la reine Hatshepsut, qu'il va vraiment exercer le pouvoir et mener ces conquêtes-là. Voilà. Alors, il revient sur le règne de Hatshepsut, insouciant d'entretenir les fidélités que l'Égypte conservait en Syrie et en Palestine. Voilà, il dit que la situation s'était sérieusement détériorée. Voilà. Des chefs indo-ariens. Bon, quand il dit indo-arien, ça crée une confusion. En fait, ça concerne les Perses, ce sont les Perses. Parce que les Perses, ce sont des Indo-Européens, des Ariens. D'ailleurs, c'est eux qui s'appelaient Ariens. Et puis Hitler et puis son groupe ont repris ça en parlant de race arienne. En fait, ce sont des Perses. Voilà. Les gens de l'Iran, voilà, ce sont des Perses. En fait, c'est ça. Ce ne sont pas les Indo-Européens qui sont en Europe là-bas, non. Il faut comprendre ça parce que sinon, ça prête beaucoup à confusion. Ça prête à confusion. L'intention évidente était de marcher contre l'Égypte. Et Thoutmès ne perdit pas un instant. 2 mois après sa prise effective du pouvoir en 1468 avant Jésus-Christ, il partait à la tête de son armée par Gaza et la grande route du Nord, sans rencontrer d'abord de sérieux obstacles. Parce qu'avant, le canal de Suez n'existait pas. Donc il y avait un isthme qui permettait de passer de l'Égypte antique pour aller au Moyen-Orient aisément. Voilà, c'est ça. Alors, les confédérés contre, je peux dire, le roi Thoutmès, le Nesou Thoutmès, s'étaient rassemblés à Megiddo, la position clé qui commandait l'entrée en Palestine du Nord et en Syrie. Contre l'avis de ses généraux qui conseillaient les routes plus faciles aboutissant au sud et au nord de Megiddo, Thoutmès prit le défilé de Wadi Ara, qui débouchait de la montagne en face de la ville et au risque d'exposer à une attaque ennemie son armée arrivant en mince colonne dans la plaine. Les confédérés mal renseignés sur ces mouvements furent surpris, massés plus au sud et en danger d'être maintenant tournés et coupés de la ville.
Ils changèrent trop tard leur dispositif et furent écrasés par la première charge des Égyptiens. Mais voilà, cela veut dire que le Nesut Toutmès, il est intelligent parce qu'il a pris le chemin auquel ne s'attendaient pas ses ennemis. Voilà. Parce qu'ils se sont dit qu'il ne va pas prendre le risque de passer par la zone où il y a la montagne, où le chemin est beaucoup plus difficile. Voilà, donc c'est ça. Cela veut dire que c'était un grand stratège. Voilà. Donc il les a vaincus à la bataille de Megiddo. C'est ça qui est. Et pendant le siège ou après la reddition, des détachements soumirent la Galilée et le Golan, puis l'armée rentra en Égypte. Le prince de Kadesh s'était échappé, mais la coalition était brisée et Toutmès pouvait faire graver sur des pylônes du temple d'Amon à Karnak la liste de 119 localités de Palestine qui reconnaissaient son autorité. D'après le nom qu'on peut identifier, cette liste couvre, outre la route stratégique de Gaza à Megiddo, la Palestine du Nord et la Transjordanie du Nord. Elle ne s'étend pas à la région montagneuse ou désertique de la Palestine centrale et méridionale, ni à la Transjordanie au sud. Mais ces districts étaient d'une importance secondaire et Toutmès pouvait se considérer comme le maître de toute la Palestine. Donc, bien sûr, lui ne va pas aller errer dans le désert, où sont les Hamous, c'est-à-dire les Sémites. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Il s'est rendu maître de la Palestine. Donc, cela veut dire que l'Égypte antique a conquis la Palestine. Toutmès avait atteint la fin qu'il s'était proposée. La puissance du Mitanni était abattue. Celui-ci était maintenu à sa frontière de l'Euphrate. Il avait perdu ses vassaux et ses alliés de l'Ouest et l'Égypte avait pris sa place comme la force dominante du Moyen-Orient. Voilà. Alors il écrit qu'il est mal renseigné, qu'on est mal renseigné sur l'activité de son fils Toutmès IV, qui a régné de 1412 à 1402 avant Jésus-Christ. Il a préservé l'héritage de son père, voilà, et il intervint en Palestine et ramena de Gézer des prisonniers hurrites. Il visita Sidon. Sur le caisson de son char retrouvé dans sa tombe, excusez-moi, j'ai un peu mon œil qui me gratte, je vais prendre quelques médicaments tout à l'heure. Voilà, donc c'est cela. Donc il va poursuivre l'œuvre de son père pour maintenir la domination de l'Égypte antique en Palestine. Voilà, c'est cela. Parce qu'en fait, ce qui a amené les Nesut de l'Égypte antique à faire cela, c'est parce que le danger venait toujours de la Palestine. Le danger contre le royaume de l'Égypte antique venait toujours de la Palestine. Donc pour eux, il fallait donc conquérir cette zone-là. Voilà. Maintenant, il parle de la Palestine sous la domination égyptienne. Voilà. Donc il a indiqué les zones qui étaient dominées par les Égyptiens. Voilà. Alors il dit en dehors des territoires restreints qui étaient devenus la propriété personnelle du pharaon ou celle des temples, l'Égypte n'administrait pas directement le pays conquis. Elle avait maintenu en place les chefs indigènes, mais ceux-ci devaient prêter serment d'obéissance au souverain. Ça, c'est le système de gouvernance des Africains, ça. Voilà. Les Africains, là, c'est comme ça qu'ils gouvernent. Même quand le roi dirige une région d'un autre peuple qui n'est pas le sien, il laisse les dirigeants pourvu que ceux-ci reconnaissent sa souveraineté sur eux. Voilà. Donc, si bien que en Afrique, le système était comme une sorte de système, je dirais, entre guillemets, fédéral. Mais il faut reconnaître l'autorité du suzerain. Et quand il demande, il te sollicite soit pour la guerre, etc. Et pour le tribut qui annuellement était payé ou bien pouvait être payé de façon extraordinaire quand le suzerain le demandait. C'était comme ça. C'était comme ça. Vous comprenez? C'était comme ça. Voilà. Cela prouve que vraiment, les anciens Égyptiens étaient des Africains noirs. Eux, ils ne pratiquent pas ce qu'on appelle l'administration directe sur d'autres peuples. Non, quand ils ont vécu d'autres peuples, ils les laissent avec leurs dirigeants, mais ceux-ci doivent reconnaître l'autorité et la suzeraineté du souverain qui les dirige, qui a autorité sur eux. Voilà. Maintenant, si tu veux remettre en cause la suzeraineté de ton seigneur,
Ben maintenant, là, il monte une expédition punitive. C'est comme ça. Bon, comme il écrit ici, hein, R. Deveau, ces princes étaient appelés chez eux des rois, mais le pharaon s'adressait à eux comme à l'homme, le chef de telle ou telle ville, et leur fonction officielle était celle d'un Hazanou, en acadien, un bourgmestre. En fait, ils gardaient une grande indépendance. Oui, ils avaient une certaine autonomie. C'est comme ça. Ils avaient une certaine autonomie. Mais ils reconnaissent la souveraineté du Nesut. C'est tout. Qui peut les solliciter. Hein, et quand ils les sollicitent, ils doivent répondre. Voilà. Par exemple, chez les Akans, c'est la même chose. Hein. C'était comme ça. Voilà. C'était comme ça. Surtout, et puis au moment de la célébration de certaines fêtes, par exemple la fête de Mime, hein, etc., la fête des moissons, en tout cas toutes les fêtes, pendant toutes les célébrations en Égypte antique, il fallait venir honorer le Nesut. C'était comme ça les royaumes vaincus devaient agir. Et quand le Nesut avait besoin de troupes auxiliaires, il fallait y répondre. C'était comme ça. Et un peu partout en Afrique, c'était ce système de gouvernance. Voilà, c'est comme ça. À l'époque d'Amarna, Labaya et Sichem se taillaient un royaume qui allait du lac de Tibériade à la frontière de Gaza. Au nord d'Abdi, Ashirta et son fils Azirou furent de l'Amaru un état qui englobait la plus grande partie de la Syrie centrale. L'Égypte n'en prend d'abord pas ombrage. Labaya se proclame le fidèle serviteur du pharaon. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qu'il mène comme action, c'est avec l'aval et la permission du Nesut. C'est comme ça. La poussière qu'il foule aux pieds, il est prêt à lui livrer sa femme, à se poignarder lui-même s'il en reçoit l'ordre. Voilà, c'est ça. Il faut être obéissant, c'est tout. Il faut obéir au Nesut. Azirou, lui aussi, proteste de sa soumission. Il rappelle que c'est le pharaon qui l'a installé comme Hazanou. Et le pharaon lui écrit comme à l'homme d'Amourou. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'était comme ça, en fait, la gouvernance de l'Égypte antique vis-à-vis des territoires qui sont, je peux dire, des territoires vassaux. Voilà, vis-à-vis des vassaux. Voilà, c'est comme ça que cela se faisait. En raison de son importance, Gaza avait été annexée comme possession personnelle du pharaon et Toutmès III lui avait donné un nom égyptien, celle que le souverain a empoignée. Jaffa eut le même sort et des greniers royaux y furent établis. C'est de telles zones, on appelle ça un domaine royal. Ça s'appelle un domaine royal. Vraiment, honneur et hommage au professeur Cheikh Anta Diop. Quand il dit que l'Afrique explique l'Égypte et que l'Égypte ancienne antique explique l'Afrique, c'est cela. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y avait des... Et ça, par exemple, dans le cas des Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, on appelle ça Aïnifié, c'est-à-dire la cour du roi. Ça fait partie donc des domaines royaux. Ça fait partie des domaines royaux. Et là, c'est administré directement par le roi qui y envoie des gens directement pour administrer de telles zones, comme on le voit ici avec Gaza et avec Jaffa. Voilà, donc c'est comme ça. Gaza est du côté de la Palestine actuelle, notamment. Et puis, bon, Jaffa, aujourd'hui, c'est un port. C'est un port qui fait partie de l'État d'Israël, Jaffa. Voilà. C'est d'ailleurs là-bas que Napoléon a massacré des prisonniers turcs ottomans qui étaient des soldats qu'il avait fait prisonniers. Massacrer des prisonniers, des gens qui sont des prisonniers de guerre. Il avait promis de ne pas les tuer, mais il les a massacrés quand même. Voilà les faits. Encore sous Ramsès III, ce sanctuaire touchait les revenus de 9 villes du Ourou, Palestine, et d'Éthiopie. Il y avait d'ailleurs en Palestine même des temples égyptiens qui étaient naturellement la propriété de l'État ou du sacerdoce. Donc, soit c'était contrôlé directement par le Nesut, bien contrôlé par les grands prêtres de l'Égypte. Voilà, c'est comme ça. Un temple d'Amon existait dans la province de Canaan sous Ramsès III et recevait le tribut des habitants. Voilà, c'est ça. Il a dû être, je vous ai parlé du tribut, non, c'est ça. Il a dû être construit avant lui. Il se trouvait peut-être à Gaza même, capitale de la province. Il y avait un temple de Ptah à Ascalon, 2 temples de Beth-Shean, découverts dans les fouilles et datant des règnes de Ramsès II et de Merneptah.
sont d'un style égyptianisant, mais ils étaient dédiés à des divinités indigènes. Ça, j'en doute. Voilà. Si c'est égyptianisant, c'est que sans doute, ce sont des attributs du divin de l'Égypte antique, mais que les gens, auxquels les gens ont donné peut-être des noms locaux. C'est tout. Mais ça ne peut pas être égyptianisant et puis dire que c'est des divinités indigènes. Parce que beaucoup de groupes alentours avaient adopté entre guillemets, des divinités égyptiennes auxquelles ils ont donné d'autres noms. Même les Grecs anciens, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Tot Djaouti, ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé Hermès. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Iset, ils l'ont appelé comment? Isis. Donc, ils adoptaient, mais ils adaptaient le nom de entre guillemets, la divinité de l'Égypte antique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, dans un autre chapitre, il parle des troubles qu'il y a eu de l'époque d'Amarna. Il dit vers 1370 avant Jésus-Christ, monta sur le trône hittite un souverain qui allait jouer un rôle décisif dans le Proche-Orient. Suppilu Liuma. Il dut d'abord consacrer de longues années à réorganiser son royaume et à regagner les territoires qui avaient été perdus lors du règne désastreux de son père, Arnumanda. Puis il se tourna vers la Syrie et reprit la lutte contre le Mitanni où régnait alors Tushratta. Bon, peut-être qu'il faut comprendre que alors c'est comme si ce roi-là, Hittite, vient attaquer donc des zones qui sont alors des royaumes vassaux. Des royaumes vassaux qui donc dépendaient de l'Égypte antique. Et c'est ce qu'il vient faire. Voilà, donc c'est ça. Or, ces Hittites-là, eux-mêmes seront confrontés aux anciens Égyptiens. Voilà. Alors, il parle d'intrigues dynastiques qui opposaient à Tushratta un certain Artamana. Suppiluliuma choisit de soutenir celui-ci et lorsque Tushratta mourut assassiné, il fit monter sur le trône le fils d'Artatama, Matiwaza, et lui imposa un traité de vassalité. Bon, donc on voit que les Hittites sont en train de créer une zone et cela va aboutir sans doute à un affrontement avec les anciens Égyptiens. C'est ce qui va se passer avec les Nessoutes égyptiens. Voilà. L'Égypte ne réagit pas. Elle traversait alors une extraordinaire aventure parce que bon, pour l'instant, elle ne pouvait pas réagir directement face à ce que les Hittites étaient en train de faire dans les zones qui étaient des zones de vassalité. Le successeur d'Amenophis III, qui a régné de 1402 à 1364 avant Jésus-Christ, avait été son fils Amenophis IV, qui a régné de 1364 à 1347. Alors ce pharaon, ou bien plutôt ce Nessoute, entreprit une réforme religieuse fondamentale. Bon, souvent on en a parlé. Il dit qu'il a voulu substituer le culte d'Amon et de toutes les divinités d'Égypte à celui d'un seul Dieu unique et sans représentation figurée. Aton, en fait c'est Ati. Ati, le dieu solaire. Bon, en fait, les gens ont beaucoup écrit sur Akhenaton. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce qui a été dit. Ce qui a été dit. Ce n'est pas qu'il empêchait les autres attributs divins d'être vénérés, il n'empêchait pas. Voilà. Mais il mettait à la disposition de tous, y compris même des gens ordinaires, l'accès au culte et aux rites. C'est-à-dire, les rites étaient d'abord pratiqués par les prêtres. Or, lui, il voulait ramener les rites même au simple sujet. C'est-à-dire que, entre guillemets, le sujet égyptien simple, là, paysan, là, pouvait lui-même faire des rites. Et ça, les prêtres ne l'ont pas accepté parce que c'est comme si c'est un de leurs privilèges que tu leur enlèves. Parce que quand ils font ces rites-là pour le peuple, mais ils reçoivent des présents. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et puis on dit Akhenaton, il faut dire Akhenati, Ati, le disque solaire. Mais ce n'est pas le disque solaire en tant que élément physique, mais c'est la lumière qui émane du disque solaire. C'est la lumière qui émane du disque solaire. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'était un dévot de la lumière. Il faut comprendre ça, c'est un dévot de la lumière. Voilà. Akhenaton s'était associé à la fin de son règne son gendre Semenkhare qui mourut peu après lui, 1351-1347,
avant Jésus-Christ. Le trône échut à un jeune homme, époux d'une princesse royale, Toutankhamon. Toutankhaton. Ah bon, là, c'est pas Toutankhamon, mais Toutankhaton, c'est-à-dire adorateur d'Ati. 1347-1338. Il dut bientôt composer avec les prêtres, hein, et revint à Thèbes avec la cour, rétablit le culte d'Amon et changea son nom en celui de Toutankhamon. Bon, voilà, donc on comprend maintenant. J'avais dit au départ même déjà Toutankhamon. Il mourut encore jeune sans laisser le fils de pouvoir passer au vizir Aïe. Hein? Le vizir qui s'appelle Aïe. Comme un Natché qui s'appelle Aïe, qui épousa sa veuve 1338-1334 avant Jésus-Christ. Le réformateur monothéiste ne sera pour la tradition égyptienne que le pharaon hérétique. Non, ça, ce sont les égyptologues qui ont dit ça. C'est pas qu'il était hérétique, mais il a voulu... bon, les grands prêtres, les prêtres se sont sentis menacés, hein, que un de leurs privilèges importants leur soit enlevé. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Akhenaton n'avait pas reçu d'avantage avec ces sujets. L'Égypte administrée par des fonctionnaires corrompus était tombée dans l'anarchie et l'empire se courla sous les coups des Hittites. Voilà. Donc les Hittites vont attaquer. Voilà, donc c'est un peu ça. Ils vont attaquer, voilà, c'est cela. Bon. Quand ils vont attaquer, parce que là aussi sur l'attaque des Hittites et de leur action, souvent il y a eu des exagérations. Comme si les Hittites ont conquis toute l'Égypte. Non, ils ont contrôlé la zone qui est vers le delta. C'est surtout la zone nord qui est vers le delta. C'est cette zone-là qu'ils vont contrôler. Voilà, c'est cela. Donc, cela veut dire qu'il y avait aussi des difficultés même, hein, dans l'administration de l'Égypte antique à cette période-là. Voilà. L'Égypte d'Amenophis IV, Akhenaton accepta cette situation, préférant apparemment avoir à sa frontière avec les Hittites un territoire unifié sous Azuru et nominalement soumis que plusieurs petites principautés qui se querellaient entre elles. Cependant, Azuru fut convoqué à la cour, mais il s'excusa vertueusement en prétextant de la nécessité où il était de défendre le pays du pharaon contre les Hittites. En fait, il pactisait déjà avec eux. Voilà, donc c'est ça, il y a toujours des traites partout. Il répondit cependant à une nouvelle sommation et se rendit en Égypte, où il fut retenu longtemps, se justifiant des accusations portées contre lui, tout en continuant d'intriguer de loin dans les affaires syriennes. Il en revint avec un brevet de fidélité, mais après la mort de Toutankhamon et considérant que la prépondérance hittite était acquise, il signa avec Suppiluliuma un traité de vassalité. La province d'Amorou était définitivement perdue pour l'Égypte. Voilà, donc c'est ça. C'est une partie qui est passée sous le contrôle des Hittites, en fait, c'est ça. Il s'en fallut même de peu que l'Égypte tout entière ne devint une dépendance de l'Empire hittite. Je pense que c'est une exagération. C'est la partie nord que les Hittites vont contrôler. Voilà, c'est la partie nord. Voilà. J'ai bien peur que ce soit trop long, donc je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là. Sinon, dans mon esprit, je comptais aller plus loin. Voilà, je vais m'arrêter là. Bientôt, je pense qu'on va parler du chapitre 5, notamment la zone de Canaan et de la civilisation cananéenne. Et vraiment, je suis pressé de voir ce que R. Deveau va dire. Je suis pressé de voir ce que R. Deveau va dire. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je présentais un passage de l'ouvrage de R. Deveau, Histoire ancienne d'Israël. Bon, malheureusement, je constate que cette série-là n'est pas beaucoup... n'a pas beaucoup de vues. Pas beaucoup de vues. Je pense que c'est une erreur. Mais on voit ici déjà, hein, le sous-chapitre qui est là, il va parler de Abiru. Abiru. Je pense que Abiru, déjà, on voit que c'est très proche de Hébreu. Donc, on va voir ce qu'il va dire. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René.
professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à propos dit. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.